Mesdames, Messieurs les élus, je voudrais vous remercier d'avoir une fois encore, je vois que le dernier sujet, on a bien fait de le mettre parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, mais en tout cas il faut bien commencer par le début et j'espère que voilà, on pourra vous accompagner le mieux possible pour essayer d'endiguer un peu tous ces problèmes de ruissellement que nous avons dans beaucoup de secteurs de notre département. Donc, comme je le disais, je voulais vous remercier d'avoir une fois encore répondu nombreux à notre invitation. Les échanges ont été particulièrement riches cet après-midi et je tiens à m'excuser auprès de ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas pu poser leurs questions, et vous savez qu'on reste à votre disposition pour répondre éventuellement à des questions que vous n'auriez pas pu poser aujourd'hui. Donc depuis 3 ans, les rencontres de l'Oise rurale sont devenues un événement quasi incontournable pour nous. C'est en effet l'occasion pour le Conseil départemental de mettre sur la table un certain nombre de sujets qui concernent vos communes, nos communes, et préoccupent nécessairement les maires. L'intervention tout à l'heure de Christophe Guilluy a planté, je crois, le décor. Vous avez remarqué, il est un peu brut de décoffrage. Mais en tout cas, voilà, il nous a quand même présenté des choses et je pense qu'un certain nombre d'entre nous se sont retrouvés dans les explications qu'il a pu donner, ou du moins les analyses qu'il a pu faire. Nous assistons donc, et les élus locaux que nous sommes sont bien placés, bien sûr, pour le voir au quotidien, à une transformation. Nous assistons bien sûr à une transformation profonde de la société. Une nouvelle polarisation tend à opposer les territoires qui profitent largement des dynamiques métropolitaines, c'est-à-dire des territoires bien connectés aux grandes agglomérations, comme notamment la région parisienne, et les autres, un peu comme nous, laissés à l'écart. Ces derniers forment une France périphérique qui peut, à juste titre, se sentir abandonnée par les pouvoirs publics. Au Conseil départemental, nous partageons depuis notre arrivée l'analyse de Christophe Guilluy. Nous l'avions d'ailleurs invité dès les premières rencontres de l'Oise rurale, il y a donc 3 ans, mais il n'était pas disponible à l'époque. Le souci de compenser avec nos moyens la polarisation des territoires de l'Oise est au cœur de nos préoccupations et de notre action au quotidien. C'est pour cela, par exemple, que nous menons une politique d'aide aux communes tournée vers les petites collectivités, que nous avons accélérée, puisque nous avons aussi accéléré le déploiement du très haut débit, en incluant bien sûr toutes les communes rurales, même les plus petites, et que nous mettons des moyens jamais égalés pour la rénovation du réseau routier secondaire. Les précédentes éditions des rencontres rurales nous avaient permis d'identifier des projets à poursuivre et je tiens à vous tenir informés aujourd'hui de l'avancement des travaux. L'an dernier, je vous avais présenté 2 projets. Le premier, le plan Oise Santé, qui est destiné bien sûr à combattre la désertification médicale. Et dès le mois de décembre 2017, nous avons mis en place des aides à l'installation pour les professionnels de santé s'implantant dans les zones sous-dotées identifiées par l'Agence régionale de santé, la fameuse ARS. À ces aides aux professionnels, nous avons ajouté des subventions plus généreuses pour la construction de maisons de santé ou de cabinets médicaux par les collectivités, dès lors qu'ils permettent l'installation de nouveaux professionnels de santé. Il ne s'agit que d'une première pierre à l'édifice. Les aides financières, en effet, ne suffisent pas à elles seules à faire venir les professionnels de santé, qu'il s'agisse de médecins généralistes, dentistes, kinés, sages-femmes ou orthophonistes. Nous avions identifié cette limite dès le départ et le besoin d'un accompagnement des professionnels de santé. Mieux encore, il convient d'aller chercher les candidats à l'installation où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les facultés de médecine ou les écoles, pour leur permettre de découvrir l'exercice dans l'Oise au cours de leur stage, par exemple. Bref, c'est un travail de longue haleine que nous comptons amplifier encore en 2019. Malgré les contacts qui se nouent et les travaux qui avancent, je dois vous faire part de mon inquiétude sur ce dossier. L'ARS a présenté à la rentrée, donc là en septembre, après une très longue attente, son projet de carte des territoires sous-dotés.
Elle ne traduit à l'évidence pas la réalité de la désertification médicale, mais un parti pris, je dirais, de l'ARS. Voilà, je ne mesure pas, enfin, je ne pèse pas mes mots parce que finalement, j'ai découvert que finalement, cette carte, elle ressemble à rien, qui a fait le choix donc de concentrer ses moyens sur les zones de la région qui concentrent le plus de difficultés sociales et pas forcément la plus faible densité de médecins. Je viens de faire part à l'ARS de mon incompréhension face à une carte qui laisse entendre qu'en l'espace de 6 ans, l'accès aux soins dans l'Oise ne serait pas dégradé. À vous de juger. Alors que les départs en retraite des médecins sont toujours plus nombreux que les nouvelles installations, bien évidemment, si cette carte ne traduisait pas fidèlement la réalité du terrain, nous devrions, c'est-à-dire que s'ils ne reviennent pas dessus, nous devrions, je crois, nous en affranchir, tout simplement, pour l'attribution des aides départementales. Alors, si on fait une carte sérieuse, bien évidemment, le département peut suivre cette carte et respecter d'abord les zones sous-dotées. Si la carte est faite à la tête du client, il est évident qu'on ne tiendra pas compte de la carte de l'ARS. Il y a un an, également, je vous présentais le service Oise Vidéoprotection. Il s'agit bien sûr d'un projet ambitieux de centralisation des images des systèmes de vidéoprotection des communes de l'Oise au service de la lutte contre la délinquance. Nous continuons d'avancer pour cela. Nous disposons désormais d'un centre équipé et sécurisé pour récupérer l'ensemble des images des communes intéressées par le service et les sites, bien sûr, départementaux, c'est-à-dire nos collèges, les bâtiments du département, et les mettre à disposition des forces de l'ordre. Nous avons également identifié un petit groupe de communes pilotes, parce qu'il faut toujours faire des tests, sélectionnés parmi celles qui étaient déjà équipées et constituent, bien sûr, un échantillon représentatif des matériels que l'on peut rencontrer dans l'Oise. Nous pourrons effectuer bientôt, je crois, un certain nombre de tests techniques. J'espère que nous pourrons faire ces tests techniques dès le début de l'année 2019. Je vous le disais il y a un an, ce projet est unique en France et c'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on essuie les plâtres, de mettre en place une collaboration nouvelle entre les communes, le syndicat mixte Oise Très Haut Débit, à qui nous avons confié, bien sûr, ce service, et puis bien évidemment les services de l'État, parce que c'est un pays où on a l'impression qu'on peut innover, et puis en réalité, quand on veut innover, il y a 50 verrous à lever, et donc c'est de plus en plus compliqué, mais on n'a pas dit notre dernier mot, et on va continuer à se battre pour que, effectivement, ce projet innovant puisse à un moment couvrir l'ensemble des communes qui le souhaitent, bien évidemment. Rien n'est imposé. Nos échanges se poursuivent encore en cette fin d'année pour mettre en place, bien sûr, les bons outils. Les sujets que nous avons évoqués cette année ne sont pas moins ambitieux. L'école, d'abord, est notre préoccupation à tous. On l'a bien compris, c'est un dossier qui touche tout le monde, après, en fonction des communes, des secteurs géographiques dans le département. Avec l'école et les équipements connexes comme... N'oublions pas, il y a l'école, mais à côté, il y a quand même, je veux dire, des services importants que vous mettez en place, comme bien sûr les cantines, les périscolaires. C'est souvent aussi l'attractivité de nos communes qui est en jeu. Les territoires privés de services et d'écoles sont les plus touchés par le déclin, bien sûr, de l'emploi et la disparition de la classe moyenne, telle que l'a analysé tout à l'heure Christophe Guilluy. J'ai été confrontée en tant que présidente de syndicat scolaire à une fermeture de classe et l'année suivante à une réouverture. Logique. En tant que, alors, il faut quand même que je vous dise, parce qu'en réalité, il y avait un regroupement scolaire, un CIRS, et donc il y avait une école, une classe toute neuve, vraiment très très bien. Et cette classe, eh bien, il y avait une fermeture de classe, donc il a fallu fermer cette classe. Et puis l'année d'après, on a rouvert une classe, mais dans la commune où il y avait déjà beaucoup de classes. Ce qui veut dire que la classe qui était impeccable, eh bien, elle ne sert plus à rien. Et l'autre commune doit faire des investissements pour accueillir la nouvelle classe. Donc moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'après, tout ça, ça a des coûts. Quand on est dans des périodes où les budgets sont contraints, eh bien, il y a des choses, ce sont aussi des choses qu'il faut regarder de près.
Et donc, en tant que présidente du département, j'ai été confrontée, donc, cette année, à des situations ubuesques, il faut le dire, où des écoles invitées à lancer des travaux ambitieux de regroupement perdaient des classes. Donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je dis la communication et travailler en amont, 1 an, 2 ans, mais je crois que 3 ans, ce serait le bon créneau. Nous devons réussir à instaurer à tous les niveaux, par exemple, entre les communes et les inspecteurs de circonscription, un dialogue franc et efficace pour éviter ce genre de situation. Nous avons la chance dans l'Oise d'avoir un directeur des services de l'éducation nationale à l'écoute, et je crois que vous avez pu le constater. Monsieur Crépin, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui est ouvert vraiment à la discussion, et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. J'espère que nos échanges permettront d'aborder plus sereinement la rentrée prochaine, donc la rentrée 2019, et d'anticiper à chaque fois que cela est possible les suivantes. Voilà, il faut vraiment, là aussi, on parlait tout à l'heure, pour les inondations, eh bien, il faut se mettre autour de la table. Je crois que pour les écoles, il faut aussi se mettre autour de la table. Nous ferons donc l'an prochain un bilan de ces échanges. Le département continuera pour sa part à porter la parole des communes rurales, tout en tenant compte des réalités qui s'imposent aux services locaux de l'éducation nationale. Il continuera également à soutenir les projets d'investissement des communes dans ce domaine. Et là aussi, je pense qu'il faut vraiment regarder, parce que je sais, pour les petites communes dans le cadre de regroupement, il est important d'avoir des financements croisés. Donc, lorsque vous déposez un dossier, par exemple, au département, dites-nous bien si vous avez également déposé un dossier à l'État. Parce qu'à un moment, il faut aussi que le département et l'État discutent pour que les deux accordent la subvention la même année, pour que vous puissiez démarrer vos travaux. Ça sert à quoi d'avoir, par exemple, la subvention du département ou l'inverse, et avoir l'autre 2 ans après ? Ça ne sert à rien. On attend, et puis souvent, on arrive en fin de validité, je dirais, de la subvention. En ce qui concerne la gestion des eaux de ruissellement et la prévention d'inondation, sont bien sûr des sujets très complexes, vous l'avez compris, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on en parle cette année. C'est parce qu'à un moment, il faut vraiment commencer à travailler là-dessus. C'est beaucoup trop pénible, je le disais tout à l'heure, pour nos habitants qui vivent des situations des fois dramatiques, et puis c'est aussi très compliqué pour les élus que vous êtes, surtout les maires qui prennent tout sur la tête quand ça se passe mal. On l'a vu, les solutions qui conduisent à déplacer les problèmes un peu plus loin en aval ou dans les champs voisins sont à proscrire. Bien souvent, la recherche de solutions efficaces nécessite de mettre autour de la table tous les élus du bassin, mais aussi les agriculteurs, enfin toutes les personnes qui peuvent avoir quelque chose à dire pour améliorer la situation. La question est d'autant plus délicate que la gestion des eaux de ruissellement est une compétence sans attributaire au sens strict. Seul le bon sens qui impose une gestion des problèmes à l'échelle de petits bassins peut donc guider les parties prenantes. Pour aider à la prise en charge de ces problèmes sur le terrain, nous allons mettre en place dès janvier prochain, donc en tout début d'année, 2 outils. Une assistance technique départementale au premier niveau, dont M. Laugereau, il en a parlé tout à l'heure, sera le responsable. La cellule d'assistance technique à l'entretien des rivières, donc CATER, qui l'anime, soutiendra les élus, non pas pour la réalisation d'études, puisque ce n'est pas son domaine, mais pour une préanalyse de la situation, permettant par exemple d'identifier le bon périmètre pour une étude, pour qu'ensuite, évidemment, une étude soit déclenchée et qu'on puisse ensuite parler travaux ou systèmes pour permettre effectivement qu'il y ait beaucoup moins de dégâts. Une enveloppe financière pour la réalisation d'études dans un premier temps, elle sera dotée de 250 000 € et les modalités de mobilisation des aides départementales, bien sûr, seront adaptées, notamment en fonction des programmes des agences de l'eau. Vous savez que les agences de l'eau travaillent actuellement au 11e programme, donc on va attendre de voir ce qu'il y a dedans. Je croise les doigts, j'espère que le ruissellement sera bien placé dans ce 11e programme. Donc cette aide spécifique sera ajoutée au budget classique de l'aide aux communes et aux intercommunalités, qui sera, je vous l'annonce, encore dotée d'une enveloppe de 50 millions € en 2019,
contre, je vous rappelle, 34 millions d'euros en 2015. Cette enveloppe démontre une nouvelle fois l'ambition qui est la nôtre de rester votre premier partenaire. Et en conclusion, vous pouvez compter bien sûr sur nous, sur les services du département, pour que nos échanges ne restent pas lettres mortes, comme vous savez pouvoir compter sur le département pour vous accompagner jour après jour pour la réussite de vos projets. Je vous remercie.